Alors, je présente en quelques mots notre firme. Nous sommes un bureau d'avocats et de notaires qui travaille dans le domaine de l'immobilier, plus particulièrement du droit de la copropriété. Et j'ai trouvé que le sujet était plus inhabituel en copropriété, mais pas moins intéressant, c'est-à-dire l'agriculture urbaine et comment ça peut s'intégrer avec la copropriété. Alors voilà pour ma part, je suis accompagné d'Orlane Panet, que je laisse se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Orlane Panet, je suis cofondatrice chez Microhabitat Agriculture Urbaine. Nous, on se spécialise dans l'implantation de l'agriculture urbaine en milieu résidentiel, institutionnel et commercial aussi, donc autant des bureaux que l'industriel. Puis l'idée derrière Microhabitat, c'est vraiment d'amener le changement avec l'agriculture urbaine, de reconnecter les gens à la nature et de créer des environnements qui sont plus sains et nourriciers également. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler un peu de comment les projets peuvent être intégrés en copropriété ou aussi en règle plus générale, comment l'agriculture urbaine s'intègre au sein de propriétés de tout genre. Parfait. Alors, on va commencer avec les thèmes positifs. Alors, allez-y, Orlane. Moi, je suis un peu celui qui casse la fête. Je vais donner tous les aspects plus ennuyeux du droit, puis vous donner aussi une expérience que j'avais vécue avec un promoteur qui s'y connaissait pas trop. Donc, voilà. On vous écoute. C'est parfait, merci beaucoup. Écoutez, j'aimerais peut-être commencer par vous présenter le pourquoi de l'agriculture urbaine. Pourquoi est-ce qu'on voit ce mouvement-là s'intégrer de plus en plus dans les milieux urbains? Puis en même temps, vous expliquer pourquoi nous, on a vu l'intérêt de bâtir une entreprise qui est vraiment axée sur ce développement-là. Donc, pour nous, chez Microhabitat, l'agriculture urbaine, ça a un fort potentiel de croissance dans les milieux urbains parce qu'on a énormément d'espaces qui sont inutilisés. Souvent, les gens ne réalisent pas, mais des espaces de toit ou des espaces bétonnés en milieu urbain, ça peut être des endroits qui sont idéaux pour pouvoir faire de la production alimentaire de haute qualité, des endroits qui ont énormément de soleil, qui ont vraiment tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir produire, sans des fois les enjeux qu'on retrouve en milieu rural, comme les animaux ou d'autres éléments qui peuvent affecter les cultures. Donc, c'est des beaux endroits pour cultiver. Et en même temps, quand on fait de l'agriculture urbaine, on sait que ça vient répondre à plusieurs enjeux environnementaux, comme le fait qu'en tant que société nord-américaine, nos aliments viennent de très loin, donc on peut venir réduire la chaîne de transport et les gaz à effet de serre en intégrant une culture maraîchère en milieu urbain. On peut venir rebâtir la biodiversité dans des endroits qui sont devenus stériles. On peut aussi réduire des îlots de chaleur et tout ce qui est aussi aider avec la gestion des eaux pluviales. Donc, en mettant en place des projets d'agriculture urbaine, on crée des nouveaux aménagements, on optimise des espaces, mais on réussit aussi à faire un pas de plus vers un futur plus vert. Donc, pour nous, chez Microhabitat, c'est vraiment ce qui a résonné dans notre modèle d'affaires, pourquoi on a voulu se lancer dans ce type d'entreprise-là. Et maintenant, on a des partenaires, comme je le disais, dans un peu tous les milieux, donc autant du résidentiel, des organismes, de l'institutionnel, le domaine de la santé, du scolaire ou de l'immobilier commercial. On a une branche à Montréal, Toronto, Vancouver et New York. On a produit au-dessus de 100 fermes urbaines à travers les années, donc depuis notre début en 2016. Puis l'idée derrière le modèle d'affaires aussi, ça a été de pouvoir cultiver le changement, donc de mettre en place l'agriculture urbaine, de sensibiliser les milieux de vie et les milieux de travail à cette pratique, de faire des transferts de connaissances, mais aussi de faire un modèle d'affaires qui pourrait soutenir les communautés locales. Donc c'est vraiment ce qu'on essaye d'amener. Puis c'est vraiment le genre de projet qui s'imboite facilement dans les copropriétés, chose qu'on pourra définir un petit peu plus tard avec vous. Maître Lucas, je vous invite à partager. Oui, juste avant, j'ai vu une main se lever d'une des participantes. Alors, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions. Et puis, comme on en discutait au début, ça ne dérange pas du tout que les questions soient posées sur le point, au moment où on parle de ce qui vous intéresse. Donc, si la personne veut toujours se poser sa question, elle peut relever la main. Sinon, on va continuer avec la diapo suivante.
Oui. Donc, les bénéfices, j'aimerais pouvoir en parler avec vous. On va peut-être passer à la prochaine page, comme ça vous avez un peu plus de contexte. Pour ceux qui ne sont pas tant familiers avec l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Donc, j'ai mentionné certains éléments au niveau plus environnemental. Donc, une possibilité d'une connexion à la nature, de créer un système alimentaire résilient et durable, optimiser des espaces qui sont peu ou pas utilisés et par le fait même, améliorer l'empreinte carbone de l'organisation et de ses occupants. Au-delà du volet environnemental, l'agriculture urbaine, pourquoi on trouve qu'il y a une pertinence dans les milieux résidentiels ou autres, c'est qu'on a vraiment une possibilité de créer une communauté, d'unifier les gens, de permettre une plateforme où l'apprentissage et la connaissance est mis au cœur de l'action et de faire en sorte qu'on crée des environnements où les gens d'une communauté peuvent se rencontrer, se connaître et apprendre. Donc, on trouve que c'est super pertinent pour pouvoir créer des communautés unies. Cette mobilisation-là est aussi possible avec tous les âges. Donc, ce n'est pas une activité qui est limitée à un certain groupe. Vraiment, ça rallie tous les âges. Puis, c'est bien évidemment une action qui est super tangible en durabilité, ce qui est souvent rare avec le développement durable. On peut penser à des unités de climatisation qui sont changées pour quelque chose de plus écologique. Pour les occupants d'une bâtisse, ce n'est pas très tangible. Par contre, l'agriculture urbaine, c'est vraiment quelque chose que les gens vont pouvoir toucher, goûter et vraiment se connecter avec ça. Donc, un projet d'agriculture urbaine, oui, c'est une initiative verte, mais c'est toute une possibilité aussi de créer une plateforme de rencontre et de partage, ce qui pour nous est quand même un élément qu'on trouve super intéressant. C'est sûr que chez Microhabitat, nous, on a une formule particulière pour pouvoir intégrer les projets, mobiliser les gens, faire des activités pour que les gens apprennent aussi par rapport à la culture écologique, parce qu'on est promoteur d'agriculture écologique. Donc, on essaie d'inciter aussi les gens qui pratiquent déjà ou qui n'ont jamais pratiqué à aller vers des méthodes plus saines pour l'environnement et pour leur santé aussi. Puis à travers toutes nos actions, on a aussi la possibilité d'avoir des impacts sociaux. Donc, nous, chez Microhabitat, nos programmes d'agriculture urbaine viennent soutenir les communautés locales comme les banques alimentaires ou des organisations comme le Club des petits déjeuners. Donc, ça peut vraiment s'emboîter dans plusieurs vocations, plusieurs volontés et répondre à plusieurs éléments, dans le fond, qu'une copropriété voudrait mettre en place. On a même certains projets où c'est dans une vocation de certification de la bâtisse, par exemple, pour certaines certifications vertes. Ça, c'est dans certains contextes, mais ça peut être aussi considéré avec les projets d'agriculture urbaine. Je vous inviterai à faire la prochaine page. Moi, je veux juste faire un commentaire à ce stade, c'est qu'on voit souvent dans les développements de copropriété des espaces verts qui sont plutôt pensés comme du remplissage que comme des espaces utiles ou intéressants pour la communauté, qui ne sont pas très novateurs. Alors, je veux juste dire à ceux qui seraient éventuellement en copropriété dans des projets comme ça qu'une copropriété n'est pas coulée dans le béton, pour prendre un mauvais jeu de mots, mais que vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Vous pouvez modifier ces espaces à votre guise. Il faut juste arrimer votre contrat, votre convention avec ça. Vous pouvez même faire un espace qui va être ouvert à d'autres. Ce n'est pas nécessairement limité à des gens qui font partie de la copropriété. Il peut y avoir des invités. Il peut y avoir évidemment les locataires. Tout ça est, comment dire, aménageable. Mais le message que moi, je vous passerai un peu plus tard, c'est qu'il faut effectivement l'aménager. Derrière la très bonne idée, la bonne humeur de la bonne idée, mais il faut prévoir les côtés les moins reluisants, les moins stimulants, puis prévoir ça tout simplement dans le contrat. Alors, je vois que Nathalie, qui avait lavé la main tout à l'heure, relève la main. Alors, je vais lui donner la parole. Oui, merci. En fait, c'est super intéressant, merci beaucoup. Je me demandais juste si on va recevoir, l'enregistrement ou si on doit prendre des notes de ce que vous dites? Excellente question. Je pense que c'est l'organisatrice en arrière, mais à mon avis, c'est enregistré. Puis effectivement, c'est tout à fait possible pour les participants de vous envoyer l'enregistrement. Donc, ça me semble faisable. Alors, si vous avez donné en vous inscrivant votre adresse courriel, je crois qu'il n'y aura pas de difficulté à vous la faire parvenir. OK, Alors, merci beaucoup. sur ce, je vais passer à la diapo suivante.
Oui, donc sur cette, moi j'aimerais peut-être faire un peu un exposé aussi du mouvement de l'agriculture urbaine. Je pense qu'on n'a pas, on constate pas à quel point c'est une pratique qui est répandue. Les chiffres que vous voyez ici à l'écran, donc le 42 ça c'est vraiment des données qui viennent de la ville de Montréal et qui datent quand même de 2016. Donc la ville de Montréal dénotait en 2016 qu'il y avait 42 de la population qui jardinait déjà et qu'il y a eu une forte croissance en fait, même durant la pandémie. Je pense que ça a été un peu sur toutes les lèvres. Les gens cherchaient à avoir des espaces extérieurs qui étaient sains, sécuritaires, où ils pouvaient échanger avec les gens de leur communauté. Et le jardinage a vraiment pris de l'ampleur et en popularité. Puis ça fait en sorte que la demande est non répondue. On voit qu'il y a dans certains quartiers jusqu'à 5 ans d'attente pour une place dans un jardin communautaire. On voit aussi des expériences dans des jardins communautaires qui peuvent être assez limitatifs. Donc, c'est là où on voit qu'il y a vraiment un intérêt des propriétés elles-mêmes de pouvoir intégrer ces espaces-là, parce que c'est une demande qui est non répondue et que les gens veulent vraiment pouvoir avoir ce type d'aménagement-là. De plus, c'est une pratique qui est encouragée par la Ville de Montréal. Ils sont de plus en plus proactifs à mettre en place des mesures pour que les gens soient incités à mettre de l'agriculture urbaine dans leur propriété privée, sans nécessairement que ça soit directement lié à créer plus de jardins communautaires. Donc, je pense que vraiment, il y a un engouement de la population d'avoir ces aménagements-là et qu'on voit que la solution est de pouvoir commencer avec des propriétés privées pour pouvoir répondre à la demande des membres qui occupent les espaces. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant, tout dépendant des quartiers dans lesquels on développe des projets, c'est de pouvoir réduire les déserts alimentaires. Donc, le concept de désert alimentaire est assez simple, en fait. C'est qu'il y a certains quartiers qui ne permettent pas d'avoir accès à de l'alimentation saine. Donc, par exemple, on peut penser à des quartiers comme Hochelaga-Maisonneuve, le nord de la ville, des choses comme ça, où il y a beaucoup de fast-food. Il y a des McDonald's dans tous les coins de rue et des dépanneurs. D'essayer de trouver une carotte fraîche dans un périmètre de 1 km, ce n'est pas toujours possible. Et donc, en intégrant de l'agriculture urbaine, ça permet aussi d'aller créer des sources d'alimentation qui sont saines, qui sont durables et de faire en sorte que des populations puissent avoir accès à ce genre d'aliments-là sans devoir vraiment sortir de leur quartier ou sortir de devoir faire des grandes distances pour pouvoir aller s'approvisionner avec ce genre d'aliments-là. Donc, on voit que le marché est là, on voit que la population veut ce genre d'initiative-là. C'est pour ça que nous, on trouve important de pouvoir accompagner aussi les organisations qui veulent mettre en place ces initiatives-là. Parce que comme Maître Lucas l'a mentionné, on veut que les projets d'agriculture urbaine soient développés d'une façon agréable, que ça crée des interactions qui sont conviviales. Et une bonne planification est vraiment nécessaire pour que le tout fonctionne bien. Moi, j'ai peut-être une question bête, mais comment ça marche en hiver, votre affaire? Puis est-ce que c'est quoi la saison sur laquelle ça peut être exploité? Quel genre d'équipement ça représente? Puis je suis un peu aussi, ma deuxième question, je suis un peu attisé par le point, la ville encourage. En quoi elle encourage? Et un peu plus concrètement, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est juste de fournir un appui de savoir à quelqu'un de l'arrondissement qui va nous aider à implanter notre projet, ou alors est-ce que c'est carrément du financement ou des choses comme ça? Bonne question. Alors, l'encouragement de la Ville de Montréal diffère d'un quartier à l'autre. On a certains quartiers où les arrondissements donnent des subventions, par exemple, pour de l'excavation dans les ruelles vertes, des choses comme ça. Mais vraiment, pour la Ville de Montréal, c'est qu'ils ont mis en place, ils ont fait des études, ils ont essayé d'identifier des façons de pouvoir développer de l'agriculture urbaine à plus grande échelle. Mais en gros, c'est que de plus en plus, ils essayent d'aller retravailler sur leur réglementation pour faire en sorte que ça puisse être facilement intégré. Parce qu'il y avait certains quartiers qui limitaient, par exemple, la production en façade de la bâtisse, des choses comme ça. Donc, c'est en train d'être travaillé à ce niveau-là, mais je ne vous dirais pas qu'il y a une action directe. Je ne pourrais pas vous diriger vers un fonds en particulier que la Ville vous offrirait pour pouvoir développer votre projet. C'est assez ponctuelles, les initiatives qui se font. Et on voit qu'il y a certains quartiers qui sont beaucoup plus proactifs. Là, par exemple, on peut penser à Rosemont, où justement, il y a ces initiatives-là, où on a justement des subventions disponibles pour l'excavation, pour pouvoir aménager des nouveaux espaces. Pour répondre aussi à votre question par rapport à nous, comment est-ce qu'on fait de l'agriculture urbaine chez Microhabitat, puis par exemple, en hiver, qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, toute la présentation d'aujourd'hui, on parle d'une production qui est extérieure. Les espaces qu'on aménage vont être des espaces qui sont soit sur un toit, sur une terrasse ou au sol. Pardon. Et puis, donc, quand on fait une production, ça va être une production qui est saisonnière.
On peut parler là, d'une production qui commence en mai, qui va finir en octobre. Tout dépendant de comment la production est faite, bien évidemment, ça peut être très, très abondant là, dans une saison, même si on est dans un climat nordique. Mais l'idée, donc, c'est que l'installation, nous, avec Microhabitat, une fois qu'elle est mise en place, elle reste là pour toute la saison et au courant de l'hiver. Donc, super simple comment nous, on opère les projets. On s'occupe d'implanter la ferme urbaine au début du printemps. Après ça, il y a un soutien. Chaque semaine, il y a un agriculteur qui est présent pour guider l'entretien, la récolte, participer, donner son expertise. Puis, à la fin de la saison, il faut quand même hiberner les zones de production pour s'assurer que l'hiver ne va pas endommager l'installation puis qu'on n'a pas de risque aussi au niveau des sorties d'eau pour le gel. Donc, tout est nettoyé, tout est fermé. Puis, donc, on laisse l'installation telle qu'elle en place. Et l'année d'après, on vient réamender, donc fertiliser les sols, mettre en place les bonnes variétés. Comme au Canada, la plupart de vos plantes vont mourir en hiver et qui ne reviendront pas nécessairement l'année suivante. Par contre, l'avantage derrière ça, c'est que ça nous permet de faire des rotations de culture pour ne pas tout le temps cultiver au même endroit. Donc, vraiment, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener des méthodes intensives, écologiques dans une pratique sur de l'agriculture urbaine de petite échelle, puis de faire en sorte aussi qu'on ait des technologies qui puissent être adaptables aux bâtiments existants. Donc, avant Microhabitat, on voyait beaucoup de l'implantation de toits verts, donc la toiture végétalisée, vraiment qui est un aménagement qui est intrusif sur la toiture. Donc, on parle de vraiment aller percer les membranes du toit, aller mettre des installations qui sont permanentes. Ce qui est plus complexe avec ce genre de technologie-là, c'est qu'aux yeux de la ville, c'est du permanent. Donc là, vous allez devoir vous aligner avec des architectes, possiblement des ingénieurs, pour pouvoir monter un dossier et pouvoir faire en sorte que ça puisse être accepté, comme ça vient modifier un peu la nature de l'espace du toit. Contrairement à ce que Microhabitat fait, Microhabitat, avec nos projets, on n'a pas besoin de ce processus-là parce que c'est une méthode qui est non intrusive. C'est des pots Microhabitat en textile. On vient installer le système. Les pots en soi sont assez lourds pour ne pas s'envoler sur le toit, mais ils sont assez légers pour pouvoir fonctionner avec des bâtisses existantes. Bien évidemment, nous, on va toujours recommander à nos clients de faire des analyses structurelles avec les ingénieurs pour s'assurer que l'infrastructure initiale ne sera pas touchée ou ne sera pas affectée par le projet. Mais en gros, tous les projets qu'on développe, c'est avec cette technologie-là. Ça nous permet donc de pouvoir naviguer dans des espaces qui, normalement, ne sont pas faits pour être aménagés. Souvent, au toit, il va peut-être y avoir une unité de climatisation, peut-être une tour d'eau. Il peut y avoir plusieurs équipements sur le toit. Et donc, d'avoir une technologie qui est non intrusive, mais aussi flexible dans où est-ce qu'elle peut être installée, ça donne un grand avantage parce que, il faut avoir une technologie, selon nous, qui peut s'adapter aux bâtiments existants et non seulement à la nouvelle construction. Parfait. Alors, allons-y avec le processus pour mettre ça en œuvre. Oui, exactement. Bon, mais c'est sûr que là, je vais vous présenter un peu un processus général. Je vais vous expliquer ensuite comment nous, on le fait. Si vous étiez pour évaluer un projet qui serait plus fait organiquement, donc à l'interne avec vos membres, c'est important de commencer par avoir une rencontre puis de définir, quel est le type de projet que vous voulez faire, comment est-ce que vous voulez l'aménager, quel type de personnes vont être intégrées aussi dans cette initiative-là, quels espaces sont envisagés. Ensuite, il va falloir bien évidemment avoir l'acceptabilité pour le projet. Donc, Maître Lucas va pouvoir vous en parler un petit peu plus à ce niveau-là, au niveau légal. Mais une fois qu'on a toutes les autorisations nécessaires, ensuite, c'est bien évidemment de s'assurer d'avoir des rôles, des règles, le type de projet qui est défini pour qu'on s'assure que tout le monde sache qu'est-ce qu'ils ont à faire dans le projet et que ça puisse fonctionner adéquatement. Dernière chose, c'est qu'on arrive à l'implantation du projet, il faut faire la gestion, l'éducation et la promotion. Parce que nous, ce qu'on a vu chez Microhabitat et pourquoi on offre un accompagnement complet, c'est que je pense que l'expertise et la connaissance est vraiment au cœur du maintien de ces initiatives-là. On le voit souvent, il y a une mobilisation en début de projet, les gens sont super intéressés, mettent en place le projet, là, c'est quand même, ça peut être assez physique aussi quand on parle surtout des aménagements sur le toit. Ne serait-ce qu'à un certain moment durant la saison, on voit une infestation, par exemple, d'insectes. Souvent, là, on perd un peu de motivation, le groupe se laisse un peu du projet parce qu'on n'a peut-être pas les compétences nécessaires pour pouvoir gérer la situation. Donc, nous, chez Microhabitat, c'est vraiment un accompagnement qui est complet sans pour autant enlever la place des membres dans cette initiative-là. On est là pour mettre en place la zone urbaine, vous accompagner dans sélectionner, par exemple, les bonnes variétés, la bonne zone pour votre jardin, mettre en place le tout avec des équipes qui vont transporter toute la terre qui est nécessaire, par exemple, sur un toit. Puis ensuite, une fois que c'est installé, là, on continue avec un suivi hebdomadaire pour faire en sorte que les gens apprennent, les gens sont toujours accompagnés, qu'on s'assure aussi de maintenir les infrastructures de la propriété. C'est quand même des endroits qui sont de haute valeur.
c'est vraiment important d'avoir un partenaire qui peut prendre ça en considération, trouver et voir tous les risques qui peuvent être associés à ce genre de projet-là pour s'assurer qu'on puisse avoir une durabilité dans l'action. Parfait. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas, moi j'en pose parce que ça me vient, mais c'est parce que souvent, ce genre de projet, c'est une ou deux personnes qui sont plus motivées que les autres, qui vont rassembler, puis qui vont amener ça à bon port, mais en copropriété, puis en immobilier en général, on a parfois de la rotation parce que plein de sortes de raisons. On vient d'avoir un petit bébé ou on en a un deuxième et puis on a d'autres choses à penser, évidemment. Alors, la personne qui est en arrière va peut-être moins s'impliquer. Donc, ma question, ça va être, est-ce qu'il y a une sorte de quelque chose qui permet de passer le relais des informations entre les uns et les autres, de façon à ce que ça puisse bien se continuer? Et puis aussi, si à un moment donné, les gens veulent se retirer ou diminuer l'ampleur du projet, comment ça peut se passer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est ce genre de choses en copropriété ou en immobilier en général qui arrive souvent. Absolument. Nous, c'est pour ça qu'on a créé ce type d'accompagnement-là. C'est pour faire en sorte que l'action dure, peu importe si on a des changements dans le groupe qui s'occupe du potager, peu importe si les gens sont super occupés d'une semaine à l'autre. Donc, c'est vraiment pour ça que nous, on est là une fois par semaine, à un temps fixe, un moment où les gens peuvent se rassembler. Si aussi les gens sont débordés cette semaine-là, ben au moins, c'est une quiétude d'esprit de savoir qu'il y a quelqu'un qui va être là quand même pour en prendre soin. Donc, ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important là-dedans, surtout aussi au niveau du transfert de connaissances, aussi le bon aménagement. Des fois, on voit, il y a un aménagement qui est fait, que ce n'est pas nécessairement fait c'est fait avec une bonne volonté, mais l'expertise n'est peut-être pas là. Puis ça finit à la fin de la journée à faire un projet qui demande énormément d'entretien, énormément d'implication. Donc, d'avoir un expert qui peut vous accompagner là-dedans, ça fait aussi en sorte qu'on définit une structure de projet avec une implication, l'implication que les membres vont pouvoir avoir, mais avec une structure qui va fonctionner et qui ne va pas non plus rajouter une charge déraisonnable de responsabilité aux gens à l'interne. On veut que ça reste ludique, on veut que ça reste une activité qui est agréable. Puis bien, justement, de pouvoir avoir un guide puis une ligne directrice là-dedans. Puis il faut aussi penser que l'agriculture, bien, il faut le voir au long terme. Donc, d'une saison à l'autre, de pouvoir se rencontrer, de planifier pour la saison prochaine, revoir les méthodes de production. Il y a quand même tout un travail de réflexion qui doit être fait. Puis ça, c'est quelque chose, je pense, qui est bien de pouvoir être accompagné pour avoir cette expertise-là qui vous permet de voir le projet au long terme et de le faire perdurer dans le temps. J'ai une autre petite question. Mais la vie attire la vie. Alors, quand il y a un potager, ben, il y a des choses qui tournent autour, c'est normal. Il y a des gens que ça peut préoccuper, de se dire, bah, je sais pas, il va y avoir des petits mulots qui vont venir, il va y avoir des écureuils, il va y avoir la vie tout simplement comme on la connaît à Montréal. Alors, est-ce que ça, il y a des précautions particulières qui sont prises? Oui. Oui, absolument. Mais très bonne question. On le voit beaucoup aussi dans les extrémités de la ville, par exemple, où les marmottes sont plus présentes, les lapins, les choses comme ça. Donc, c'est sûr que d'avoir un accompagnement va vous permettre de pouvoir définir les risques, tout type de risques, que ce soit les pestes, les animaux, les risques des espaces aussi dans lesquels on développe le projet. Donc, c'est sûr qu'il peut toujours avoir ce genre d'enjeu-là. Mais normalement, l'expert est capable de vous accompagner, de définir aussi les options pour pouvoir faire en sorte que le projet fonctionne comme il faut pour qu'on ait quand même de bons rendements. Bien évidemment aussi, il faut faire attention à quand vous sélectionnez votre fournisseur. Par exemple, nous, on est promoteurs, comme je le disais, d'agriculture écologique. Donc, c'est sûr qu'on est capable de proposer certaines solutions, par exemple avec des concoctions, des façons pour pouvoir les repousser. On a aussi certains aménagements qui peuvent être faits pour s'assurer qu'on protège les espaces parce que la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir un projet qui nécessite l'utilisation de produits chimiques pour protéger vos cultures des animaux. Vous ne voulez pas avoir à ingérer ce genre d'éléments-là. Donc, vraiment d'avoir un plan de match qui est bien défini avant, mais aussi d'avoir des experts pour pouvoir vous aider si jamais les choses ne vont pas comme prévu, de pouvoir avoir des options et de pouvoir ajuster en conséquence. Parfait. Alors, c'est là que vient la partie un peu plus peut-être ennuyeuse pour ceux qui sont moins collés sur le droit, mais quand même, le sujet porte sur la copropriété. Donc, essentiellement, en lien avec le processus qui vous a été donné, l'acceptation, c'est sûr que vous pouvez toujours convoquer des assemblées de copropriétaires pour consulter vos gens sur le principe. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce que vous allez qu'on aille de l'avant? Vous pouvez tout à fait, comme conseil d'administration,
aussi vous dire bah, telle personne est plus intéressée, donc on va constituer un comité consultatif qui va travailler un petit peu plus fort le projet, puis il va nous revenir avec le résultat de tout ça, puis ensuite de l'amener en assemblée. Tout ça, c'est des étapes préalables qui ne sont pas du tout requises dans la loi, mais qui sont normales parce qu'on veut tout simplement avoir le pouls de nos gens. On ne veut pas faire quelque chose qui soit à sens unique. Alors, voilà, une fois qu'on a fait ça, plus formellement, et voilà mon chat qui débarque, plus formellement, il faut une autorisation de l'Assemblée des copropriétaires si vos travaux portent sur les parties communes de l'immeuble. Alors, c'est nécessaire, notamment si vos implantations sont de quelque façon que ce soit pérennes, c'est-à-dire que ça va pas être démonté très facilement comme un simple meuble, que oui, c'est pas attaché, oui, ça n'attaque pas la pérennité du bâtiment, mais par contre, ça a une certaine pérennité. Donc, vous devez obtenir l'autorisation de l'Assemblée des copropriétaires. Normalement, la majorité de base à atteindre est de 75%. La loi a changé tout récemment pour l'abaisser à 75% des gens qui sont dans votre salle. Ça veut dire que vous devez avoir 3/4 de la moitié des gens au minimum de votre copropriété pour approuver ces travaux. Si par contre les travaux portent sur une partie privative, là normalement ce serait limité, par exemple un jardin qui serait privatif, ça peut exister en copropriété, il peut y avoir la maison qui est privative puis le jardin en arrière qui est privatif, mais on veut faire un projet commun d'avoir dans chaque jardin des potagers qui se poursuivent d'un jardin à l'autre. Juridiquement, c'est des parties privatives qui sont collées les unes aux autres. Donc, il faut quand même, normalement, éventuellement, si ça peut avoir une conséquence sur les autres sections de l'immeuble, un jardin, c'est quand même un peu plus hypothétique, mais un toit, par exemple, si ça peut avoir des impacts sur d'autres sections de l'immeuble, demandez l'autorisation du conseil d'administration, qui est le groupe plus restreint de copropriétaires. Alors ça, c'est pour les autorisations requises. Puis l'autre aspect que je voulais traiter avec vous, c'est qu'il faut, comme je disais au début, c'est qu'il faut prévoir dès le départ les mauvaises possibilités, la façon dont ça pourrait devenir un peu plus compliqué, par exemple les coûts de tout ça, les coûts d'implantation, les coûts d'entretien, les coûts des travaux peut-être un peu plus importants qui pourraient être nécessaires parce que la conséquence du projet. Donc, pour ce faire, soit vous êtes équipé dans votre déclaration de copropriété qui définit déjà tout ça, soit vous pouvez le définir. Et vous pouvez même dire que ces nouvelles sections de bâtisse sont à, par exemple, usage restreint de certains copropriétaires, de façon à ce que ce soit juste les gens qui soient intéressés par le projet qui en assument les frais. Ce qui peut être une façon de rendre le projet plus acceptable. Bon, très bien, moi, je n'ai pas le goût de m'impliquer dans ce projet, mais je n'ai pas de problème à ce que tu le fasses en notant que l'intégralité des coûts qui pourraient survenir soit à la charge du groupe qui est intéressé. C'est tout à fait possible. Donc, c'est une bonne façon de recueillir une acceptabilité et la majorité applicable. Alors, il peut y avoir aussi, au moment de la décision de l'Assemblée, ce genre de décision. Donc, essentiellement, ce sont les grandes lignes. Et je pense que c'est important de vous le dire parce qu'il y a quelques années, j'ai eu l'expérience, comme disait Orlan, d'un promoteur qui avait une belle idée, une belle intention de faire une copropriété entièrement verte, qui a été chercher une certification de nouveau climat, tout ce qu'on peut voir. Il y avait même LEED aussi, mais il y avait toutes sortes d'équipements, de la géothermie, il y avait des emplacements communautaux, il y avait des jardins, mais tout ça a été un enfer pour les copropriétaires parce que c'était mal bâti, mal construit, sans l'expertise pour le faire. C'était un architecte avec une vision, mais pas nécessairement les compétences pour le faire. Alors, la belle idée à laquelle tous les copropriétaires ont voulu adhérer a mal tourné, puis ça s'est transformé en une procédure qu'on a fini par régler. Mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus pour vous dire que il faut faire attention aux belles idées, c'est très bien, mais il faut toujours se dire, même si c'est un peu plus ennuyeux, qu'il faut regarder si notre contrat est bien adapté, si nos couvertures sont bien adaptées et penser à tous les aspects un peu moins le fun du projet. Alors voilà.
Je vais redonner Orlane. Tu peux continuer si tu veux. Oui. Ben, je pense que c'est vraiment un élément super important. Là. On veut que ce projet-là, quand on développe un projet d'agriculture urbaine, il faut penser à tout ce qui va en découler. Puis, bien évidemment, il faut aussi pouvoir prévoir les risques. Nous, c'est sûr qu'on a défini des processus et des protocoles pour pouvoir adresser ce genre de risque-là. Ça commence par pouvoir qualifier les propriétés aussi et les espaces envisagés. C'est sûr que quand on regarde, par exemple, un espace sur le toit, il faut absolument avoir un accès qui est sécuritaire. Je vois trop souvent des demandes où les gens se demandent s'ils peuvent aménager un jardin potager avec une échelle. Oubliez ça, là. Il faut penser que vous allez devoir vous rendre là, vous allez peut-être vouloir cultiver, ressortir des légumes. Il faut vraiment que ça soit sécuritaire. Il faut bien évidemment aussi que votre installation soit au code. C'est à vous de pouvoir vous informer si l'espace envisagé va requérir des permis ou des choses comme ça. En bien évidemment faisant affaire avec des experts, vous allez pouvoir être accompagné là-dedans, mais il ne faut pas négliger ces risques-là, surtout si on parle des espaces sur le toit. Quand on parle aussi d'un espace sur le toit, bien évidemment, souvent dans les copropriétés, les gens vont vouloir considérer des espaces qui sont déjà aménagés où on voit des garde-corps. C'est sûr que nous, chez Microhabitat, on a aussi des projets où, par exemple, on fait des aménagements où on peut créer des dégagements sécuritaires pour garder l'installation au code. Mais c'est sûr que dans ce cas-là, je ne recommanderais pas un aménagement où il n'y a pas de garde-corps et simplement un dégagement du bord des toits pour ouvrir un accès aux gens de la copropriété. Donc, vraiment de pouvoir s'assurer que l'aménagement soit sécuritaire, que quand les gens vont pouvoir aller occuper l'espace, ça va être adéquat. Nous, pour nos projets, on a besoin d'une surface minimale de 500 pieds carrés. Bien évidemment, ça va fluctuer selon la quantité d'occupants et de gens qui veulent faire ce projet-là. Mais c'est sûr qu'on a une expertise pour pouvoir faire de la production abondante sur petite surface. Donc, peut-être que si c'était fait à l'interne, ça serait peut-être pas aussi abondant, mais définitivement, avec 500 pieds carrés, là, on peut facilement commencer un beau projet. Il ne faut pas oublier qu'il va falloir avoir des sources d'eau, assez d'ensoleillement. Donc, il y a quand même certains éléments techniques qui sont à considérer. Mais il y a aussi d'autres éléments qu'on va voir sur la prochaine page. Oui, je veux juste réagir un peu sur ce point-là. C'est qu'il faut aussi bien vous assurer d'identifier la bonne entité. Je veux juste vous alerter là-dessus. C'est que parfois, dans certains projets, vous avez plusieurs niveaux de copropriété. Vous pouvez avoir le jardin qui fait partie d'une copropriété dite horizontale, auquel cas il faudra que le processus soit mené dans la copropriété horizontale. Et puis, votre bâtiment comme tel dans une copropriété verticale. Alors, par exemple, le toit va être dans la copropriété verticale. Alors, il faut juste s'assurer d'avoir le bon interlocuteur pour faire tout le processus que je disais tout à l'heure. Et l'autre aspect aussi qu'on trouve parfois à Montréal, c'est qu'il y a certaines sections de terrain qui donnent l'impression d'être privatives, alors qu'il s'agit en fait du terrain de la ville. Dans certains arrondissements, c'est très bizarre, surtout en façade. On a le trottoir qui est là, puis on a une bande de terrain qui est gazonnée, de terre, qui a été utilisée par les propriétaires pendant des années comme étant privée, mais en fait qui appartiennent dans certaines sections à la ville. Alors, si le projet, c'est de l'implanter là, il faut juste s'assurer que ça vous appartient bien, mais le moyen le plus simple est de regarder votre document qui s'appelle le certificat de localisation, qui vous donne un plan, qui vous délimite vos zones de propriété. Et c'est aussi ce document-là qui va vous permettre de savoir si vous êtes en partie privative ou en partie commune. Alors, voilà pour l'implantation, mais on va continuer. Ah, une question de Claire Roberge. Oui, j'ai une question sur les garde-corps, dégagement sécuritaire de 6 pieds. Là, vous parlez horizontal, n'est-ce pas? En fait, moi, c'est quelque chose d'un peu différent que l'horizontal. Moi, quand je parle des garde-corps et des espacements sécuritaires, c'est pour pouvoir considérer un toit pour faire l'aménagement de la zone de ferme urbaine. Donc, oui, je comprends ça. Donc, ce que j'essaie d'éclaircir dans ma tête, c'est que le 6 pieds part du bord du bâtiment et s'en va vers l'intérieur. C'est ça, votre 6 pieds. Mais en hauteur, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous suggérez? Parce qu'en fait, j'ai déjà vu un jardin, je ne sais plus trop où, dans la ville, et les gens avaient fait venir les pompiers, ils avaient fait tout ce qui était correct, là. Mais même, on leur avait dit, étant donné que l'espace qui restait au centre, pour leur jardin où ils allaient chercher des légumes, ils devaient s'attacher. Ils devaient s'attacher pour ne pas tomber parce qu'ils pouvaient perdre notion de où ils étaient finalement et sans s'en rendre compte, avancer vers le vide.
Bien, je pense que ça vient vraiment renchérir sur le point que si vous voulez créer un espace commun, il faut mettre des garde-corps, là. Nous, les seuls moments où on fait ce genre de dégagement sécuritaire, il va y avoir une délimitation de l'espace qui est fait et c'est seulement nos agriculteurs experts qui ont le droit d'accéder à ces endroits-là. Je ne pense pas que dans un contexte de copropriété, c'est très sécuritaire de considérer un aménagement s'il n'y a pas de garde-corps, là. Donc, moi, je vous recommanderais vraiment, je pense que de penser que les gens vont s'attacher adéquatement. Normalement, en plus, s'il faut s'attacher, il faut une formation pour mettre le harnais comme il faut, avoir les bons équipements, s'assurer aussi d'avoir les points d'ancrage. Ce n'est pas tous les toits qui ont des points d'ancrage pour s'attacher. Donc, moi, je vous recommande fortement, s'il n'y a pas de garde-corps, faites l'aménagement d'un garde-corps pour pouvoir faire en sorte que l'espace soit… Mais le garde-corps est obligatoire là, par la ville, par les pompiers, mais ce que je voulais savoir, c'est celui dont vous parlez, est-ce qu'il est aussi en hauteur ou simplement du bord du bâtiment? À partir du bord du bâtiment jusque vers l'intérieur. Donc, vous n'avez rien en hauteur. Vous ne mettez pas une clôture, en fait, c'est ce que je veux dire. Dans le fond, c'est qu'on délimite l'espace de toit, là. Puis là, c'est vraiment plus des compagnies de construction qui font le garde-corps. Nous, chez Microhabitat, c'est des contracteurs locaux qui vont mettre l'installation des garde-corps. D'accord, merci. C'est bon, alors on passe à la diapo suivante. Juste un bref point, mais je pense que ça renchérit sur le point de la sécurité. Vraiment, surtout quand on parle dans des espaces sur toit, bien, on veut que ce soit des espaces qui sont sécuritaires, donc s'assurer, par exemple, qu'on ait des garde-corps. Mais il faut aussi penser aux espaces au sol ou sur des terrasses. Vraiment, on va voir aussi l'accès à cet endroit-là. On ne veut juste pas qu'il y ait, par exemple, du grabuge, du vandalisme ou des choses non voulues qui finissent dans vos bacs de plantation. Donc, c'est sûr que la sécurité, c'est un élément à considérer avant de définir la localisation finale de l'espace. Une autre chose qu'on ne pense pas souvent, mais nous, c'est sûr qu'en tant qu'entreprise en agriculture urbaine, on fournit des assurances. Je ne veux pas un toit, c'est quand même un espace de la propriété qui est d'une haute valeur. Les membranes du toit, c'est important de les préserver, les choses comme ça. Donc, c'est sûr que quand vous faites affaire avec un expert, bien, normalement, il faudrait qu'il y ait une couverture d'assurance. Il n'y a pas vraiment d'autres joueurs, je pense, dans le domaine qui offrent ce genre de couverture-là. Mais par exemple, nous, chez Microhabitat, c'est 5 millions de couvertures pour chaque localisation où on opère le projet. Une autre chose aussi, c'est que bien évidemment, bien, quand on parle dans des milieux urbains, il y a quand même des challenges qui peuvent venir avec une culture maraîchère, que ce soit la chaleur intense, que ce soit des environnements qui sont peut-être plus stériles. Donc, vraiment d'avoir une expertise qui peut avoir un bon point de vue sur où est-ce que l'espace va être développé, puis de mettre en place une structure qui va permettre une culture qui est abondante, puis de faire en sorte que vraiment on puisse avoir que tout le monde y gagne son compte dans ce projet-là. Comme on le mentionnait un petit peu au début, la gestion, s'assurer qu'il y a une gestion harmonieuse de justement faire affaire à un expert, c'est que souvent vous allez avoir accès à des compétences où les gens savent quel type de dynamique un projet pourra avoir, puis en ayant des discussions avec justement les différents membres de la copropriété, les gens qui veulent participer à ce genre d'initiative-là, bien, on peut définir avec vous les règles, la façon dont la gestion du projet va être faite. Comme Maître Lucas le mentionnait, mais de peut-être aussi pouvoir aborder qu'est-ce qui arrive dans des conditions un peu plus difficiles. Comment est-ce qu'on fonctionne si jamais il y a des conflits entre les gens de la copropriété et tout ça. Donc, de pouvoir avoir quelqu'un qui vous accompagne là-dedans. Et aussi, des fois, bien, on peut servir un peu de modérateur, de s'assurer que c'est équitable pour tout le monde dans ces zones de production-là. Oui, puis juste dire que… Encore pour revenir à mon aspect juridique, mais normalement, la plupart des décisions ultimement se prennent par le conseil. Alors, on peut toujours faire effectivement un processus entre les gens pour aboutir à quelque chose qui est convenu, qui convient à tout le monde, mais ultimement, normalement, c'est les membres du conseil d'administration qui vont trancher puis décider s'il y a quelque chose à décider. L'autre chose sur l'assurance, c'est qu'il faut que vous arrimiez les couvertures d'assurance qui vous sont offertes avec Microhabitat, mais aussi les couvertures d'assurance de votre immeuble. Et puis ceux qui regardent un peu la question de la copropriété doivent se dire, mon Dieu, avec la situation actuelle des assurances en copropriété, est-ce qu'on ne s'ajoute pas un défi encore additionnel pour trouver un assureur qui va encore nous assurer à bon prix? Il y a peut-être moyen en regardant la police d'assurance comme telle, de voir si effectivement ce risque-là est pas bien circonscrit avec un expert qui s'y connaît, qui vous accompagne dans le processus. Et puis, c'est sûr qu'il va falloir aviser
votre assureur de cette situation. Il ne faut pas qu'il découvre si jamais il y a un sinistre qui survient, que vous avez ce genre d'équipement sur le toit. Vous devriez en aviser l'assureur avant pour pas qu'il vous dise si jamais il y a un problème, bah, vous savez quoi, je ne le savais pas. Pour moi, c'est une augmentation du risque et je ne couvre pas ça. Donc, il y a quelque chose à faire définitivement avec la question de l'assurance pour ne pas se retrouver avec des mauvaises surprises. Encore une fois, si on est dans un scénario moins drôle. Voilà. Donc, juste expliquer brièvement, comme on parle un peu de notre approche. Écoutez, si vous avez un intérêt à intégrer de l'agriculture urbaine et d'être accompagné là-dedans, nous, c'est vraiment ce qu'on fait. C'est une approche qui est clé en main. Donc, ça veut dire de pouvoir initier une discussion avec vous, de pouvoir commencer avec une première analyse de site qui est gratuite, bien évidemment. Puis, donc, de pouvoir définir un projet qui pourrait qui intègre, dans le fond, tout. Les bons systèmes pour votre zone de production, les bonnes variétés, un accompagnement pour l'implantation de la ferme urbaine avec des systèmes aussi qui vont permettre de réduire l'entretien et de ne pas faire en sorte qu'on rajoute une charge de travail trop intense à la copropriété. Puis ensuite, d'avoir un accompagnement complet au courant de la saison. Donc, vraiment, nos projets, c'est avoir une équipe complète qui est là au printemps pour mettre en place le système. Puis après ça, d'avoir un agriculteur qui est dédié à votre projet, qui est là chaque semaine. Puis d'avoir ce temps fixe-là où les gens se rencontrent, viennent à la rencontre de l'agriculteur, apprennent, découvrent des nouvelles méthodes de production et qui puissent être accompagnés à travers tout ça. C'est aussi de découvrir des méthodes de production éco-intensives, donc notre méthode qui est donc une haute production sur de petites surfaces avec des technologies aussi qui s'adaptent à la construction existante. Bien évidemment, de pouvoir faire une promotion d'une agriculture qui est écologique, d'avoir des activités aussi où les gens peuvent aller pousser l'apprentissage, de pouvoir vraiment à faire en sorte que le comité se forme, qu'il y ait un transfert de compétences qui soit fait là. Nous, on trouve aussi super important de pouvoir fournir des outils pour que toute la communauté puisse sentir qu'ils sont intégrés à ce genre de projet-là si c'est quelque chose que vous souhaitez, mais aussi de pouvoir vous offrir des outils pour faire en sorte que, bien, si vous voulez agrandir à une plus grande communauté, que les gens puissent être au courant et que les gens dans le comité aussi sachent bon, bien, quelles seront les prochaines étapes, quels sont les impacts, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc, nous, c'est vraiment un accompagnement qui est complet, sans par contre laisser de côté les membres de la copropriété. C'est vraiment un soutien qu'on offre pour faire en sorte que le projet se déroule adéquatement. Vous voyez un peu la braquette de prix pour le début, la première année. Donc, c'est vraiment qui inclut tout le service, les matériaux et tout ça. Puis, bien évidemment, nous, chez Microhabitat, on a une mission sociale, donc une corporation, mais on a développé un modèle d'affaires qui souhaite soutenir les communautés locales. Donc, on le fait sous deux façons. On a certains immeubles résidentiels qui souhaitent participer à notre programme qui s'appelle les potagers solidaires Microhabitat, donc où on a certains de nos clients qui décident de dédier une portion de leur récolte à des banques alimentaires. On opère le plus grand réseau de fermes sur toit pour les banques alimentaires au monde. On produit près de un peu plus de 10 tonnes de nourriture par saison pour les banques alimentaires locales. Puis, on a bien évidemment aussi un programme avec le Club des petits déjeuners. Donc, juste par l'intégration d'une ferme urbaine, Microhabitat s'engage de financer des déjeuners pour le Club des petits déjeuners qui, malheureusement, nourrit des millions de déjeuners par année au travers du Canada. Parce que c'est encore surprenant de savoir qu'il y a un enfant sur 4 au Canada qui ne mange pas à sa faim avant d'aller à l'école. Donc, nous, on a trouvé important de pouvoir faire en sorte qu'on ait une intégration d'un volet social qui s'impose, dans le fond, à travers tous nos programmes, qui fait en sorte qu'on puisse continuer dans cette mission-là de pouvoir, dans le fond, de contrer les déserts alimentaires, l'insécurité alimentaire, puis de bâtir, en fond, une unité entre les différentes organisations corporatives, résidentielles, puis le milieu communautaire aussi. D'accord, merci beaucoup. Alors, voilà, une belle invitation. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans ce beau projet? Alors, si vous avez des questions qui n'auraient pas été encore posées, ce serait le moment de le faire parce que je pense que ça complète la présentation, à moins que Orlan ait d'autres choses. Alors, c'est les dernières, mais je vois qu'on a une question ouais. de... Bonjour Renaud, on vous écoute. Oui, vous m'entendez? Oui. Ah, parfait. Quand vous parlez des assurances, c'était surtout pour ceux qui veulent faire un jardin sur un toit, c'est ça?
Non, c'est vraiment tous les espaces qui peuvent être considérés. Donc, autant une assurance, même si on est sur le sol, ça va être autant une assurance civile. Donc, il y a autant la protection de l'aménagement, mais aussi tous les risques qui peuvent être associés à l'opération d'un Ah, lotissement. OK. Très bien, je comprends. Merci beaucoup. Avec plaisir aussi. Merci. Alors voilà, écoutez, ça complète la présentation d'aujourd'hui. Comme on disait au début, là, pour répondre à la question de Nathalie, oui, je vais m'assurer que ce soit transmis à ceux qui ont participé. Merci de votre intérêt. Et puis, je souhaite qu'il y ait des projets qui naissent de ça. Alors voilà. Bien, merci beaucoup à tous pour votre participation et merci à l'invitation de votre côté. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions. Puis, au plaisir de cultiver avec vous prochainement. Parfait. Bon après-midi à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.